Vos règles sont douloureuses? Votre syndrome prémenstruel est handicapant au point de poser un jour de maladie ou parfois au point de vouloir quitter votre conjoint? Vous vous demandez que faire? De nombreuses femmes souffrent chaque mois de troubles prémenstruels avec des manifestations physiques mais également psychiques qui peuvent être très invalidantes. Il est tout à fait possible de travailler de façon préventive et fonctionnelle sur ces problèmes. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Anaïs Michalska, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis pratiquante de musculation et je suis également certifiée en naturopathie et praticienne en micronutrition et en santé fonctionnelle. La santé fonctionnelle, c'est une approche qui travaille sur les causes de vos troubles avec des méthodes préventives et naturelles. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Instagram, dont je vous mets le lien dans un coin ici. Bienvenue à celles qui nous rejoignent. Nous allons voir en détail dans cette vidéo le syndrome prémenstruel, ses causes et surtout comment le réduire. Tout d'abord, qu'est-ce que le syndrome prémenstruel? Certaines femmes vivent dans leur vie quotidienne des perturbations physiques, émotionnelles, affectives, comportementales à l'approche des règles et jusqu'aux règles, pouvant retentir sur leur vie familiale, professionnelle et sociale. Selon l'intensité, ce syndrome prémenstruel peut être très handicapant pour certaines femmes. Donc je vous propose, dans cette vidéo, de lister l'ensemble des symptômes qui sont possibles dans ce syndrome prémenstruel. D'abord, au niveau physique, on va avoir bien sûr les fameuses douleurs intenses dans le bas-ventre et au niveau du plancher pelvien. Ces douleurs intenses, qui peuvent être invalidantes, peuvent aussi se ressentir dans le dos chez certaines femmes. On a aussi de la fatigue qui peut s'accentuer à l'approche des règles. Au niveau de la poitrine, les seins peuvent être très douloureux, ils sont congestionnés, parfois les veines sont superficielles et plus apparentes. Et puis aussi, nous devons parfois changer de taille de soutien-gorge au cours du cycle. On peut aussi observer de la rétention d'eau ou un gonflement général, accompagné souvent d'une prise de poids de quelques kilos à l'approche des règles ou au début du cycle. Souvent, vous remarquerez aussi que vos jambes peuvent être gonflées, les chevilles déformées, qui conservent le soir la marque des chaussures ou des chaussettes. Autre signe physique, nous avons les troubles veineux, comme les varices ou les poussées d'hémorroïdes qui peuvent se manifester. Il y a également des troubles digestifs, comme des ballonnements, de la constipation, de la diarrhée. Un petit mot sur les allergies, le SPM peut être un facteur aggravant. Certaines femmes constatent en effet l'apparition ou l'aggravation de signes allergiques prémenstruels, comme de l'asthme, de la toux, rhinite, de l'urticaire, de l'eczéma, des migraines. Et puis vous pouvez aussi souffrir de maux de tête, parfois de migraines, ou encore de douleurs musculaires ou articulaires. Dans le syndrome prémenstruel, il y a aussi parfois les vertiges, les nausées ou les bouffées de chaleur. Selon le cas, on peut aussi souffrir d'insomnie ou encore d'acné dans ces moments du cycle. Côté transpiration, il peut y avoir une augmentation de la transpiration au tout début du cycle. Dans ce cas-là, cela arrive subitement lorsque le taux d'œstrogène est au plus bas. D'ailleurs, la transpiration excessive est une manifestation de ménopause, quand les œstrogènes sont à des niveaux très faibles. Maintenant, au niveau des signes neuropsychiques, les manifestations sont aussi multiples. Les troubles de l'humeur reviennent souvent. Concrètement, on devient plus irritable, parfois déprimé, parfois agressif. On est aussi moins tolérante, peut-être plus susceptible. Chez certaines femmes, il peut y avoir également beaucoup d'anxiété. On peut avoir des crises de larmes, des attaques de panique, des idées noires, une perte de confiance en soi. Et dans ces moments-là, on se met en retrait de la vie sociale. Notre comportement social est modifié, tant au niveau de la famille que du travail. On peut aussi avoir des troubles cognitifs, avec des difficultés à fixer notre attention, ou une baisse de la concentration. Côté libido, elle peut être très faible, voire pour certaines femmes inexistante. Tandis que pour d'autres, cela peut être totalement différent. Certaines femmes peuvent souffrir de la version sévère du SPM. Il s'agit du désordre dysphorique prémenstruel, ou PMDD. C'est la forme grave du syndrome prémenstruel qui affecte environ 5% des femmes. Et les troubles majeurs de comportement sont à leur apogée, le premier jour du cycle et aussi les 2 à 3 jours qui précèdent. Donc voilà un petit peu le tableau des symptômes possibles d'un syndrome prémenstruel. Alors pour tout ça, et pour ma pratique, pour mes clientes, j'ai fait un fichier de tracking des symptômes de cycle. Je vous invite, si vous avez besoin d'en savoir plus sur votre cycle, à me contacter et je vous l'enverrai bien volontiers. Il est aussi intéressant de noter que souvent, ce syndrome prémenstruel est suivi de règles douloureuses, parfois de règles abondantes, voire très abondantes. Généralement, quand elles sont très abondantes et douloureuses, ça fait parfois des caillots. Souvent, pour cela, le problème, c'est qu'il y a probablement un manque de fer associé. D'ailleurs, si vous souffrez de vertiges pendant les règles, de tête qui tourne, c'est que vous avez très possiblement une carence en fer. Je ne m'étendrai pas plus que ça.
Mais sachez que les symptômes du syndrome prémenstruel sont multiples et qu'on en a répertorié jusqu'à 150. Alors évidemment, on n'a pas toutes et toujours tous ces signes en même temps. Certains cycles peuvent d'ailleurs se dérouler sans douleur. En fait, tout va dépendre de votre vécu émotionnel, physique et environnemental pendant environ les 90 jours qui précèdent votre cycle. Ça va influer sur le déroulement hormonal de votre cycle. Ce que je ne vous conseille pas, c'est de rester comme ça, en vous contentant de soulager chaque mois les problèmes qui apparaissent avec soit des médicaments, soit des solutions naturelles. Vous n'avez pas à voir votre vie sociale, ou votre vie professionnelle, ou votre vie personnelle impactée par votre SPM. Alors certes, il existe des traitements comme les anti-inflammatoires, parfois les antidépresseurs et puis les contraceptifs hormonaux. Ces traitements vous apportent un soulagement, c'est certain, mais ils ne traitent pas la cause du problème, là où les causes du problème. En ce qui concerne la pilule, en micronutrition et en santé fonctionnelle, dans le cas d'un SPM, ce n'est pas ce qui est conseillé en première intention. Sauf si, bien sûr, vous souhaitez avoir une méthode de contraception hormonale. Mais auquel cas, sachez que la pilule, c'est une façon de supprimer la production endogène de vos hormones et d'apporter des substances chimiques similaires aux hormones, mais pas identiques. Lisez bien le mode d'emploi. Il y a des effets secondaires et surtout la pilule ne traite pas l'origine du problème. Sachez, en tous les cas, que les troubles qui apparaissent avant les règles et pendant les règles ne sont pas une fatalité, et qu'en santé fonctionnelle, on peut rééquilibrer votre fonctionnement de façon à faire disparaître ces troubles. J'utilise beaucoup d'outils, et je vais en parler beaucoup dans cette vidéo. Donc j'utilise la nutrithérapie, la phytothérapie, et puis également des modifications du mode de vie. Ce sont des outils qui sont non invasifs et qui vous apportent des bénéfices sur les problématiques du SPM, mais aussi sur énormément d'autres problématiques. Alors sachez qu'il existe plusieurs types de SPM. Le docteur Abraham a proposé une classification du syndrome prémenstruel en différentes catégories, selon le ou les symptômes dominants, afin de proposer la meilleure prise en charge pour les femmes. Il y en a 4 qui sont basés sur l'anxiété, l'hydratation, les cravings ou les fringales, et le dernier qui est basé sur les symptômes associés à la dépression. Maintenant, en ce qui concerne les causes du syndrome prémenstruel, il y en a plusieurs et elles peuvent exister en même temps. Mais généralement, ces causes ont toutes la même origine. Soit vous avez une déficience en neurotransmetteurs cérébraux, soit vous avez un déséquilibre hormonal. Et encore une fois, vous pouvez très bien avoir les deux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les causes hormonales. Alors, ce déséquilibre hormonal n'est peut-être pas immense, mais il est là. Et ce déséquilibre se trouve entre la progestérone d'un côté et les œstrogènes de l'autre. Ce sont deux familles d'hormones sexuelles féminines qui doivent être en équilibre, elles doivent s'autoréguler. Sortir de cet équilibre n'est pas sans conséquence sur l'état physiologique de la femme, car les œstrogènes et la progestérone ont des effets antagonistes, c'est-à-dire qui s'opposent. Les œstrogènes favorisent en effet la rétention d'eau, tandis que la progestérone compense cet effet par une action inverse. Elle a un effet anti-œdème. Au niveau du comportement, les œstrogènes favorisent l'excitation, alors que la progestérone est relaxante. On comprend ainsi qu'une anomalie de sécrétion de ces hormones, ou du rapport œstrogène-progestérone, puisse générer des œdèmes, des gonflements, de la congestion, des troubles de l'humeur, des règles douloureuses ou abondantes. Quand on sort de cet équilibre, c'est qu'il y a un excès d'œstrogène par rapport à la progestérone. 3 possibilités. Soit vous avez une sécrétion normale d'œstrogène, mais vous avez une sécrétion de progestérone trop faible. C'est ce qu'on appelle, dans ce cas-là, une dominance œstrogénique relative. Soit vous avez une sécrétion normale de progestérone, mais vous avez une sécrétion trop forte d'œstrogène. C'est ce qu'on appelle une dominance œstrogénique absolue. Soit les deux, encore une fois. Vous pouvez en effet avoir des sécrétions d'œstrogène trop élevées et en plus avoir des sécrétions de progestérone trop faibles. Le souci, c'est que cette dominance œstrogénique ne vous fait pas que souffrir tous les mois. Elle a aussi d'autres répercussions sur votre corps, notamment sur la fonction thyroïdienne. Ça va dérégler le bon fonctionnement de la thyroïde. Donc dans ce cas-là, on va avoir tous les soucis potentiels liés à une faiblesse de la thyroïde, conjugués à l'excès d'œstrogène. Tout cela va favoriser la prise de poids, notamment la graisse sur les cuisses, les insomnies, la dépression, la chute de cheveux, les cheveux gras, une peau grasse. Et puis tout cela peut mettre également plus à risque de maladies cardiovasculaires et de cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein chez la femme, de l'utérus, des ovaires. On voit donc que ce n'est pas anodin. Et ce que je vous propose d'étudier, c'est comment y remédier. Pourquoi on peut se retrouver dans une situation de dominance œstrogénique ? Eh bien, il faut savoir que la vie d'aujourd'hui, la vie moderne, est un facteur en soi, puisque déjà, les perturbateurs endocriniens sont une cause d'augmentation des œstrogènes. Les perturbateurs endocriniens sont dans notre vie de tous les jours, vous le savez probablement. Ça va des bouteilles en plastique, ça va aussi aux tupperwares en plastique qui contiennent des bisphénols qui vont se fixer sur vos récepteurs d'œstrogènes et qui vont stimuler la synthèse d'œstrogènes.
Et puis donc tous les jours, quand vous mettez un récipient en plastique au micro-ondes, cela relâche des perturbateurs endocriniens dans vos aliments. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des gourdes en inox ou en verre. Pour vos tupperwares, pareil, utilisez du verre ou une autre matière, mais pas de plastique. Également tout ce qui va être flacon de shampoing, de savon, les sprays à aérosols, les produits ménagers relâchent des perturbateurs endocriniens. Ce qu'on peut faire là, c'est d'utiliser les produits les plus naturels possibles. On peut aussi faire soi-même ces produits pour les femmes qui ont le temps. Et si vous le pouvez, passez aux produits bio le plus souvent possible, quitte à ce que ce soit progressif sur l'année. Par exemple, le premier mois, vous changez 1 ou 2 articles vers du bio. Puis le deuxième mois, vous faites pareil. Et ainsi de suite, progressivement, vous arriverez dans les limites de votre budget à manger le plus bio possible. Toutes ces mesures, déjà, vont vous aider à diminuer l'exposition aux perturbateurs endocriniens, et donc les facteurs qui augmentent les œstrogènes. On a aussi l'alimentation qui est un facteur important. Mes conseils pour diminuer les œstrogènes via l'alimentation, c'est d'avoir un bon équilibre en acides gras pour limiter l'inflammation. Donc déjà, pas trop d'oméga 6 et on privilégie les oméga 3. Pourquoi pas envisager une supplémentation en oméga 3 d'ailleurs. Il faudrait aussi avoir une alimentation non inflammatoire, c'est-à-dire éviter le surplus d'aliments alcalinisants. Peut-être surveiller votre consommation de viande rouge et privilégier les viandes blanches. Et si possible aussi dans votre alimentation, il serait intéressant d'inclure des aliments réputés pour favoriser la détoxification des œstrogènes, comme les radis noirs, les artichauts, le céleri, les asperges. Consommez aussi des brocolis qui contiennent une substance, l'indole 3-carbinol, qui aide à neutraliser les œstrogènes. On peut aussi se supplémenter en DIM, mais pour cela je vous conseille d'être accompagné par un praticien en santé fonctionnelle pour savoir si vous avez réellement besoin de DIM ou d'autre chose. Peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de détoxification des œstrogènes? C'est quoi? Eh bien, les hormones, en fait, c'est un messager chimique, c'est-à-dire que c'est un composant qui délivre un message. Et ces messagers, une fois qu'ils ont délivré leur message, sont en quelque sorte désactivés ou neutralisés. Et cette neutralisation, cette détoxification, se fait dans le foie, par différents processus qui sont super importants pour l'équilibre hormonal de la femme. Donc avoir une alimentation saine et riche en produits bruts non transformés, plein de vitamines, comme la vitamine B9 et B12, des acides aminés, des oligo-éléments, est indispensable pour soutenir votre foie. Le foie est une véritable usine chimique qui fonctionne avec beaucoup de matières premières que l'on trouve dans une bonne alimentation. Quand on ne s'alimente pas bien, en quantité et en qualité, on a un foie qui fonctionne mal. Autre point dans l'alimentation, on a tout ce qui va faire que l'insuline est trop souvent produite ou en trop grande quantité. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est privilégier des repas complets, faits d'ingrédients de qualité, bien rassasiants. 3 repas par jour, un vrai petit déjeuner protéiné, un repas à midi, un repas le soir, avec un encas au goûter. Et ne surtout pas sauter de repas. Il faut aussi privilégier également une charge glycémique faible, et puis bien évidemment boire suffisamment d'eau, entre 2 et 3 litres par jour. Il faut savoir en effet que l'insuline, par la stimulation du stockage des graisses, donne à terme une augmentation de la production d'œstrogènes dans les tissus graisseux, car les œstrogènes sont produits par les ovaires, par les glandes surrénales, mais aussi dans les tissus graisseux. À noter que l'alcool, bien sûr, la caféine aussi, sont à consommer avec modération, voire à supprimer. Pareil pour le tabac, car ces 3 substances favorisent le climat œstrogénique. Dernier point sur l'alimentation qui intéressera les femmes, qui ont souvent des fringales sucrées à l'approche des règles, c'est que la surconsommation de sucre à cette période induit un excès d'adrénaline qui perturbe l'action de la progestérone, donc ça ne va pas dans notre sens. Après l'alimentation, une autre façon de réduire le climat œstrogénique, c'est l'activité physique et sportive. L'obésité et la sédentarité va favoriser les œstrogènes. Je vais vous parler du mode de vie. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on est globalement trop sédentaire et on ne fait pas assez d'activité physique. Ça participe au climat œstrogénique. Si vous n'avez pas d'activité physique, il faut vous remettre dans une activité physique régulière. Il faut bouger, c'est une condition sine qua non pour une bonne santé, à tous les niveaux. En plus de cela, ça va vous aider à réduire votre stress et votre anxiété. Et puis vous allez stimuler la production d'endorphines, qui sont les molécules du plaisir naturellement présentes dans notre organisme. Puis l'activité physique a un autre bienfait, c'est qu'elle améliore la circulation veineuse et lymphatique. Il y a plein de sortes d'activités, la marche, la natation, le vélo, le jogging, l'aérobic, la musculation, la danse, les pilates. Tout est bon. Et puis il y a un autre facteur qui est moins connu, c'est la présence de levures ou de parasites dans l'intestin, la candidose ou les mycoses, car ça perturbe l'équilibre hormonal et ça augmente les œstrogènes. Comment ça marche? Eh bien, l'un des sous-produits du candida imite l'œstrogène. Et là où c'est très vicieux, c'est que plus la production d'œstrogène augmente, plus les cellules vaginales libèrent du glycogène qui sert de source d'énergie au candida albicans. Et c'est pour ça d'ailleurs que les déséquilibres hormonaux sont souvent associés aux mycoses vaginales. Autre raison pour laquelle il faut faire attention à votre fameux microbiote,
votre sphère intestinale, c'est parce qu'en fait, il y a un phénomène ici, vicieux encore, dans l'intestin. Admettons que vos œstrogènes ont été détoxifiés correctement par le foie. Malheureusement, si vous avez des bactéries en déséquilibre dans l'intestin, certaines bactéries vont reconjuguer ces œstrogènes, qui vont donc repénétrer par le tube digestif dans le corps, et elles vont les réactiver. Et oui, les bactéries ont ce pouvoir-là. Si vous avez beaucoup de ballonnements, des perturbations digestives, sachez que ça peut participer à augmenter votre climat œstrogénique. Donc ne restez pas comme ça, il va falloir assainir l'intestin. Et pour ça, c'est bien de consulter un naturopathe pour vous aider dans cette démarche. Vous pouvez aussi prendre des probiotiques, mais attention. En effet, les effets des probiotiques varient. Ils varient en fonction des souches et des dosages auxquels on les administre. Ces effets peuvent s'atténuer au contraire ou s'accentuer selon la façon dont les souches sont associées. Leurs actions ne dépendent pas non plus du nombre de souches présentes dans les mélanges, comme on le croit parfois. Je vais faire un petit aparté sur la phytoestrogène. Certaines études concluent qu'il peut être bon de céder des phytoestrogènes pour diminuer le climat œstrogénique. Les phytoestrogènes se trouvent dans le lin, le soja par exemple. Et ces études ont montré que les phytoestrogènes se fixent aux récepteurs des œstrogènes, mais elles ont une action plutôt antagoniste, c'est-à-dire qu'elles diminuent le climat œstrogénique justement en occupant la place sur les récepteurs d'œstrogènes et donc en faisant en sorte que les œstrogènes ont moins de place pour délivrer leur message. Je vais vous mettre dans les commentaires de la vidéo, ou peut-être ici dans le coin, le lien entre la consommation de soja et la diminution de risque de cancer hormonodépendant. Alors attention, moi j'applique le principe de précaution et je déconseille à toutes mes clientes les phytoestrogènes pour les personnes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant. Et puis vous l'aurez compris, en plus de travailler sur les œstrogènes, on peut aussi travailler sur la progestérone. Pour réduire le climat œstrogénique, il faut aussi augmenter votre progestérone. La progestérone, c'est quoi? C'est une hormone qui va vraiment rééquilibrer les effets des œstrogènes. En gros, elle va compenser, ou autrement dit, neutraliser un peu les effets pervers des œstrogènes qu'on a vus. Cette progestérone, il faut savoir que c'est une hormone diurétique, donc elle va favoriser l'élimination de l'eau. Donc un des signes de manque de progestérone, c'est la rétention d'eau justement. La progestérone est aussi anxiolytique. Donc l'un des signes de manque de progestérone, c'est l'irritabilité, l'agressivité avant les règles. Alors bien sûr, il y a d'autres raisons de cette agressivité ou irritabilité. Par exemple, c'est que la synthèse de sérotonine, qui va être diminuée pendant les règles pour une raison d'inflammation, qui va détourner le précurseur de la sérotonine. Mais sans rentrer dans les détails, sachez qu'en augmentant la progestérone, eh bien vous allez contrebalancer les effets de ce climat œstrogénique. Et comment faire pour augmenter la progestérone? En premier lieu, veillez à avoir des apports en vitamine B5 qui participent à la synthèse de la progestérone. D'une façon générale, l'alimentation est extrêmement importante, car avec l'alimentation, en privilégiant des aliments de qualité, en quantité suffisante, vous pourrez apporter à votre corps tout ce dont il a besoin en vitamines et minéraux. En revanche, si vous avez besoin d'aide sur cet aspect, sachez que je propose un coaching alimentaire basé sur la nutrithérapie, c'est-à-dire qui vous apportera par la nutrition tout ce qu'il vous faudra pour être en bonne santé. En tous les cas, sachez que la vitamine B6 soulage le SPM, surtout quand elle est associée au magnésium. Les vitamines B1, B2 agissent contre la migraine. La vitamine D, surtout quand elle est associée au calcium, soulage le SPM. Le chrome, qui est un cofacteur de l'insuline, améliore l'état dépressif avant les règles, ainsi que l'attirance pour le sucre. Le zinc améliore l'acné prémenstruel. Les caroténoïdes, présents dans les aliments riches en couleurs jaune, orangée et rouge, apportent de la vitamine A, qui intervient dans la synthèse de la progestérone. Autre point pour augmenter sa progestérone, c'est d'avoir des moments de calme, des moments à soi où l'on déconnecte, c'est aussi super important. Il y a un lien direct entre la qualité du sommeil et la capacité à gérer son stress, et ce lien se fait par le cortisol. Assurez-vous d'avoir des nuits de 7-8 heures, de vous coucher avant minuit, voire avant 23 heures, et de vous lever tous les matins à la même heure. Pour avoir un sommeil de qualité, vous pouvez aussi vous aider des plantes adaptogènes comme l'ashwagandha, le ginseng, le passiflore ou la rhodiola. Vous pouvez aussi tester la théanine ou encore le magnésium le soir pour vous aider à vous endormir. Ensuite, la phytothérapie est super riche pour stimuler la sécrétion de progestérone. Alors la phytothérapie, c'est la discipline qui traite des plantes médicinales qui, grâce à leurs principes actifs, aident à guérir, soulager ou prévenir les maladies. Il y a des plantes phytoprogestagènes, c'est-à-dire qui ont une action progestérone. Elles empêchent la transformation des androgènes, les hormones mâles, telles que la testostérone, en œstrogènes. Et elles sont impliquées dans les situations d'hyperœstrogénie, que ce soit relative ou vraie, par insuffisance de progestérone. En cas d'hyperœstrogénie vraie, il faut privilégier des plantes anti-œstrogènes que l'on peut associer à des phytoprogestagènes. Elles peuvent être prises de la même façon que les hormones progestatives, c'est-à-dire 10, 15, 20 jours dans le cycle, voire en continu. Attention, parce que leur usage est subtil et doit se faire, à mon sens, avec l'aide d'un praticien formé. C'est pourquoi je ne préciserai pas les posologies ici. Mais parmi les plantes les plus efficaces, on a le bourgeon de Gatillier, ou autrement appelé Vitex agnus castus,
Attention, il est contre-indiqué dans le cas d'antécédents de cancer hormonodépendants, car il a une action progestérone, comme vous l'avez compris, mais il a également une action anti-œstrogène. Autre plante, on a aussi le mets préféré des Schtroumpfs, la bien nommée salse-pareil. Vous avez également l'alchimie. L'alchimie, c'est une plante au service de la santé et de la beauté des femmes. On la surnomme la meilleure amie de la femme, selon les Anglais. Et elle est doublement intéressante car elle a aussi une action de diminution du flux. Donc c'est peut-être pas mal pour certaines femmes qui ont des flux vraiment trop lourds. Autre plante, nous avons l'achillée millefeuille, qui a aussi un effet de décongestion pelvienne, qui a aussi un effet antispasmodique et anti-inflammatoire. Il y a énormément de plantes à action progestérone, mais celles-ci sont les plus connues. Pour les autres symptômes du SPM, il y a des plantes de l'humeur, comme le ginseng, le griffonia, les plantes de drainage, comme l'artichaut, la bardane, les plantes des circulations veineuses et lymphatiques, comme le cassis ou la mamélis, ou le ginkgo, des plantes anti-hémorragiques, comme on l'a vu, donc la chenille, ou encore l'ortie ou la prêle des champs. Il y a aussi des plantes de douleurs de règles, comme l'angélique ou la pivoine, les plantes de la migraine, comme l'aubépine ou la verveine. Il faut savoir que c'est toute une discipline ultra intéressante qui n'a plus à démontrer ses bienfaits et à laquelle je suis en train de me former. Ce qu'il y a de bien avec les plantes, c'est qu'il est possible, en fonction des synergies, de prendre un mélange de ces plantes. Les laboratoires proposent des formules comprenant plusieurs plantes. Alors attention, il faut parfois tâtonner avant de trouver là où les bonnes plantes. L'histoire de chaque femme est différente, sa tolérance et sa réactivité aux thérapeutiques naturelles le sont aussi. Voilà donc pour résumer, vous avez grâce à cette vidéo toute une stratégie pour vous aider à combattre votre climat œstrogénique. Vous pouvez soigner votre alimentation, avoir une alimentation en qualité et en quantité suffisante, soutenir votre foie, soigner votre intestin, avoir une bonne hygiène de vie avec de l'activité physique, éviter les perturbateurs endocriniens et puis aidez-vous avec la phytothérapie pour rééquilibrer votre climat œstrogénique en augmentant la progestérone. Et généralement, avec tout ça, on obtient de bons résultats sur le syndrome prémenstruel. J'espère que ça vous a plu. Venez me raconter un petit peu dans les commentaires comment vous vivez ça, comment vous vivez votre syndrome prémenstruel. Et est-ce que vous avez eu des solutions qui vous ont aidé? Et puis aussi, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas à me les poser. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de prendre soin de vous. Au revoir.